Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un format que j'ai envie de faire depuis longtemps car j'aime bien creuser pour connaître le vrai du faux de plein de situations ou de choses que je vois dans la vie. Et je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos sur ces questionnements. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires et on passe tout de suite au sujet de la vidéo, même si c'est écrit dans le titre. Il y a pas longtemps sur Netflix, la saison 3 de l'irréel Incroyable Histoire est sortie et je me suis replongé dedans car je suis un passionné de films d'horreur et d'histoires qui font peur. J'adore ça. Et bien sûr, une question m'est venue à l'esprit après avoir vu le slogan « Histoire vraie », c'est est-ce que ces histoires sont vraiment vraies? Je suis peut-être le seul à me poser cette question, mais dans le doute, on va essayer d'y répondre au mieux au vu des preuves et de la conclusion de mon enquête. L'irréel, c'est quoi? C'est une série Netflix où des personnes viennent raconter sur un plateau, toujours avec la même mise en scène, en rond, assis sur des chaises dans une ambiance sombre, leurs histoires qu'ils ont vécues, soi-disant. Je dis soi-disant parce que pour l'instant, on ne sait pas, on en saura sûrement plus à la fin de la vidéo. Donc ils racontent leurs histoires et en même temps des acteurs refont les scènes racontées pour nous contextualiser le truc évidemment et qu'on puisse se mettre dedans mais aussi avoir un peu peur, c'est le but de la série. Le but de la série est donc de nous transmettre des histoires potentiellement vraies que des personnes ont vécues et croyez-moi si ces histoires sont vraies, et ben il y a de quoi avoir peur en effet. Alors pour cette vidéo, je me suis concentré surtout sur la saison 1 car elle est sortie en 2018 et du coup on a un peu plus d'éléments et de recherches qui ont été faites dessus, plus particulièrement sur 3 épisodes qui ont fait un peu plus polémique, mais on parlera bien évidemment du fond. Le premier épisode, donc c'est bien le premier épisode de la saison 1, donc là on est vraiment sur le premier épisode, parle d'un jeune garçon nommé Jason Hawkins qui serait hanté par la Dame Blanche. Son histoire raconte qu'il était hanté par un esprit dans sa maison et plus précisément dans le placard de sa chambre qui s'ouvrait chaque nuit. Au fil du temps, les phénomènes se sont empirés et une femme pendue est apparue dans son placard. Ses parents ne le croyaient pas et le battaient, car c'est apparemment comme ça qu'il réglait les problèmes. Cette femme pendue a fini par se décrocher et a commencé à s'approcher de lui physiquement. On apprendra plus tard qu'elle habitait en fait dans cet appartement et qu'elle avait tué ses 2 enfants avant de se pendre dans ce fameux placard. Il semblerait alors que cette femme pense que Jason est son fils qui devrait être mort et va essayer de le tuer en le faisant se faire renverser par une voiture. Puis avoir une crise cardiaque. Et au moment de sa crise cardiaque, il était mort pendant quelques minutes. Il pense donc être libéré de l'esprit, puisqu'il pense que l'esprit le pense mort. Mais quelques jours avant le témoignage, il semblerait que l'esprit soit réapparu au bout de son lit et qu'il ne soit pas très content que ce foutu Jason ne soit pas mort. Première question que je me pose, c'est pourquoi n'a-t-il pas bloqué le placard? Non, plus sérieusement, première coïncidence, Jason Hawkins est lui-même un réalisateur de plusieurs films d'horreur, dont The Blair Witch Legacy et All American Bully. Bon, imaginons qu'il a été inspiré par son vécu, ce qui pourrait sembler logique, vu ce qu'il a vécu, et qu'il soit devenu obsédé en fait par ce côté horreur et qu'il puisse aussi en parler de manière très claire vu qu'il l'a vécu lui-même. Imaginons, c'est possible que ça soit ça, seulement voilà ce que j'ai trouvé. En fouillant dans les tréfonds d'internet, je suis tombé sur une interview de lui écrite. On lui a demandé à plusieurs reprises ce qui lui a donné envie de devenir réalisateur de films d'horreur. Et sa réponse, elle ne mentionne jamais son histoire d'enfance, pourtant si traumatisante et qui a l'air de le suivre encore aujourd'hui. Il va même dire dans cette même interview que ses parents l'ont emmené au cinéma, alors qu'il dit clairement sur Netflix que ses parents n'en avaient rien à foutre de lui, et qu'il a vu certains films d'horreur tels que L'Exorciste et Vampiros Lesbos, qui l'ont clairement inspiré, mais rien d'autre. Étrange quand même si c'est pas une preuve claire qui dit de la merde dans la série, on est d'accord, mais bon c'est vrai que cette différence de témoignage est assez édifiante. Le deuxième épisode dont on va parler, c'est le 4e de la saison 1. C'est l'histoire d'une famille dont les parents sont très croyants. Revelation 21:8. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all the liars shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ils ont plusieurs enfants, dont un fils et plusieurs filles. Leur fils est hanté par des esprits, c'est d'ailleurs lui qui raconte l'histoire, et ces esprits sont plutôt violents avec lui dans son enfance. Comme tout enfant sensé, il décide d'en parler à sa mère, qui suite aux révélations le frappe. Logique. Et l'enferme à la cave, d'où viennent les esprits en plus. Logique aussi. Il finit par comprendre que les esprits ne lui veulent pas de mal, et ceux-ci décident de tuer sa mère.
Suite à ça, il est soulagé et on peut le comprendre un peu parce que sa mère avait l'air un peu tarée. Quelques années plus tard, il décide de s'engager dans la marine où il rencontrera des aumôniers qui lui diront que sa mère veut lui parler. Normal. Il décidera alors de devenir médium, en contact avec les esprits, car il aurait en fait une connexion particulière avec eux. Cet épisode m'a interpellé suite à un commentaire d'un certain Paul P sur Allociné qui dit « Cette série documentaire est une arnaque, épisode 4 on y voit carrément les témoins sourire et rigoler, pendant que certains sèchent leurs fausses larmes, c'est vraiment navrant, une perte de temps. » Vous allez me dire si c'est vrai, sachant que leurs histoires n'ont rien d'un truc drôle, ni d'une blague, ça a démontré tout le truc, on est d'accord. Seulement, ce commentaire me fait poser une question. Les monteurs, réalisateurs et autres qui travaillent sur cette série, auraient-ils délibérément laissé ces passages ou n'auraient pas fait gaffe à de tels détails? Vous en pensez quoi, vous? Personnellement, j'ai regardé cet épisode de fond en comble, et voici les seuls passages avec sourire et rire que j'ai pu voir. I mean, it was bad enough I had to deal with my mom and dad. You know, I came from her. Mon avis là-dessus, la plupart de ces rires sont pour moi des rires de compassion ou de nervosité. Je vois très peu de rires à mon avis qui sont des rires de je raconte de la merde, c'est drôle. Le seul moment où j'ai un rire un peu plus franc, il vient de cette séquence. 2 days later, I get a message down in my division that one of the chaplains wanted to see me. And he said, your mother Dolores wants me to talk to you. Really? Yep. Never met this guy. Vous en pensez quoi? Ne ririez-vous pas de la situation? Le mec s'engage dans la marine, se retrouve face à des aumôniers qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, t'as compris la blague? Qui lui disent que sa mère veut lui parler. Pour moi, c'est plus un rire de what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'un rire de je raconte de la merde et je vais m'en mettre plein les poches. Et encore une fois, pourquoi les réalisateurs auraient laissé un gros plan où ils rigolent si c'était pas un rire de nervosité ou autre? Et vous en pensez quoi? À mon avis, c'est que le commentaire de Paul P, il dit de la merde. Mais ça, c'est que mon avis. Le troisième épisode, qui est le deuxième de la saison 1, alors c'est surtout celui-là qui m'a demandé une enquête très approfondie car elle a été vachement plus médiatisée et contestée. En fait, c'est l'histoire d'une famille dont les parents sont clairement des serial killers, qui attirent des gens chez eux. Someone with no home to go to. Someone with no one looking for them. Pour les tuer. Et les sacrifier à Satan. And make sure that they didn't come out. Tout à fait normal. Leurs filles Terry Lynn et Sadie, qui racontent l'histoire, sont évidemment traumatisées de voir toutes ces choses. En plus de ça, elles se font violenter par leur père, autant physiquement que psychologiquement. Do you know how easy it would be to slit any or all of your throats? Les filles en fait sont totalement à la merci de leurs parents. Ce calvaire dure apparemment durant de nombreuses années. La grande sœur finit par avoir un enfant qu'elle amène apparemment à ses grands-parents et le grand-père l'entraîne à tuer. La petite sœur finit par fuyer de la maison et ne revient jamais. Plusieurs années plus tard, la mère finit par tuer le père en disant que c'est la maison qui l'a poussé à le faire. It was the house made me do it. Les enfants finissent finalement par retourner dans la maison et c'est finalement le petit-fils, fils de la grande sœur et apprenti du grand-père fou, qui récupère la maison, qui serait apparemment toujours hantée. Cette histoire a fait beaucoup parler, de nombreuses questions se posent. D'après l'histoire qu'ils racontent tous, son père et sa mère auraient tué des dizaines de personnes. Comment est-ce possible qu'ils racontent ça sur Netflix sans qu'il n'y ait aucune trace d'une quelconque enquête ni d'une médiatisation de cette histoire? Enfin, apparemment, il y aurait eu une enquête. Les seules vraies traces concernant cette enquête viennent d'un tweet du réalisateur que je vous lis tout de suite. Voici ce que nous avons confirmé. Il y a une enquête ouverte aux New York State Troopers dont le père de Terry Lynn a fait l'objet de discussions en cours. Aucune trace de cette enquête à proprement parler, j'ai fouillé, cherché des traces de cette histoire précisément qui a l'air d'avoir fait tant de morts, mais rien. D'après le réalisateur à nouveau, depuis que tout cela s'est produit avant les téléphones portables, les terres ont été vendues, la police est venue et repartie, d'autres ont essayé d'oublier. Et presque tout le monde sur Reddit, Twitter et autrement n'a pas été en mesure de relier les points. Ils ne cherchaient pas non plus au bon endroit. Un tweet un peu sombre, je dirais, où apparemment les gens ne cherchaient pas au bon endroit et apparemment c'est aux gens de résoudre l'enquête. Bon, parce que les gens sur Reddit, Twitter n'ont pas réussi à relier les points. Pour moi, ça serait plutôt la police de le faire. Mais bon. Donc apparemment, il dit que la police et les gens de manière générale ne cherchaient pas au bon endroit, donc lui aurait des infos apparemment, ce que je comprends. Alors en réalité, j'ai bien trouvé une enquête non résolue qui semble être liée à cette histoire, qui a été envoyée sur Twitter par le réalisateur lui-même à nouveau, mais elle concerne qu'une seule femme du nom de Dawn Svokak.
C'est le 21 septembre 84 que le corps de Dawn aurait été retrouvé au milieu d'un champ. Elle serait apparemment morte d'un traumatisme contendant. Elle avait disparu depuis le 17 août 84, après avoir été vue pour la dernière fois au Blair's Bar, un bar de la communauté LGBTQ. Quelques jours plus tard, ils ont retrouvé, à quelques pas du bar où elle a été vue pour la dernière fois, des affaires lui appartenant, dont une botte. On 3 pieces of evidence. A boot, Ce qui veut dire qu'elle marchait qu'avec une seule. C'est pas très agréable. Ou peut-être qu'elle était unijambiste. Ainsi qu'un couteau et la partie d'une ceinture. and a knife. The boot, the piece of belt, and the knife were found over on this side. Récemment, de nouveaux éléments sont venus s'ajouter à l'enquête, qui dure depuis plus de 3 décennies. Pense à présent que les objets ont été déposés intentionnellement pour détourner la recherche de preuves au centre-ville plutôt qu'aux alentours du champ où a été retrouvé le corps de Dawn. D'après les enquêteurs, ce serait quelqu'un qui la connaissait, peut-être apparemment quelqu'un qui traînait régulièrement au bar, peut-être le père de Terry Lynn, pourquoi pas. Il semblerait que des personnes n'auraient pas osé venir déclarer ce qu'ils avaient potentiellement vu, de peur des autres questions de la police sur leur soirée. Il semblerait ainsi que des personnes soient au courant de certaines choses, peut-être allusion à Terry Lynn et sa famille. Bien sûr, dans ce rapport, il ne parle pas précisément de nouvelles preuves qui viennent s'ajouter à l'enquête. Ce qui est dit, c'est qu'avec les progrès de la science du crime et les témoignages potentiels des gens qui n'ont pas osé s'exprimer à cette période, il pourrait retrouver enfin le coupable. Bon, c'est assez flou, hein. Aucune vraie preuve que cette affaire soit liée véritablement. Déjà, il semblerait qu'il n'y ait qu'une seule enquête pour un seul meurtre dans la zone, alors que le père de Terry Lynn aurait tué plusieurs victimes. La seule chose qui nous dit que c'est lié à l'histoire de Terry Lynn à l'heure actuelle, c'est le réalisateur de la série lui-même. Il a ajouté suite à la publication sur Twitter de cette enquête « There is a lot more hiding in the shadows », qu'on pourrait traduire par « Il reste une part d'obscurité dans cette histoire ». Il y aurait apparemment un livre écrit par une certaine A. Taked, bon écoutez j'ai un accent de merde, c'est pas de ma faute, hein, qui raconterait l'histoire de cette maison. Il semblerait qu'en réalité ce soit un pseudonyme et que ce livre était écrit par Terry Lynn elle-même, donc celle qui raconte l'histoire sur la série. Invention, mensonge, je ne sais pas. S'inspire-t-elle de son livre ou a-t-elle écrit son livre en s'inspirant de son vécu? La question est ouverte. Comme on peut le voir dans l'épisode de l'irréel, Jacob, fils de Sadie, donc de la sœur de Terry Lynn, il a passé du temps avec son grand-père. Il pourrait tout aussi bien être impliqué dans des actes terribles qu'il n'a jamais voulu faire en premier lieu. Cela en ferait une question très délicate pour lui et sa mère. Ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi le producteur décide de s'en occuper de manière très discrète. C'est-à-dire qu'il s'attarde pas plus sur lui, on voit qu'il l'a entraîné à tuer et qu'apparemment il sait des choses, qu'il lui a montré des choses, mais ça développe pas trop là-dessus quoi. Ça pourrait même être une condition très importante dans le contrat entre Netflix et Terry Lynn et sa famille de ne pas en parler. Peut-être. Étrange aussi que Sadie, donc la grande sœur de Terry Lynn, ait eu un enfant, donc elle ait quitté la maison, fait sa vie, soit retournée voir son père et lui a amené son enfant. Ton père est un serial killer, tu lui amènes ton gosse. Tout à fait logique. Et en plus de ça, donc c'était la plus âgée, elle a quitté la maison, elle savait ce qui se passait chez elle, et depuis elle en a pas parlé, elle a laissé ses frères et ses sœurs dans cet enfer. Donc comme je disais, le père de Terry Lynn, donc grand-père de Jacob, qui apparemment est serial killer, apprenait à son petit-fils à tuer. He was grooming me. Terry Lynn ira même dire dans l'épisode I know, Jacob, you got that wrath as well, and I'm so sorry. Absolutely. tu as la même rage en toi, j'en suis désolé. Suspect quand même. Hein. De plus, sa grand-mère, donc la grand-mère de Jacob, donc la mère de Terry Lynn et Sadie, l'a appelé pour lui dire que son grand-père était mort. Lui, il a accouru pour essayer de le réanimer. Désolé, mais grand-père ou pas, je le laisse mourir, moi, perso qu'il sauverait, le vieux. Il est censé avoir tué des dizaines de personnes. Et en plus de le violenter. Donc, comme je disais, Jacob, le petit-fils, donc, a récupéré la maison de ses grands-parents. Au moment où il la nettoie, il découvre des trophées. My grandfather kept little trophies. I found hundreds of them. Donc il trouve des centaines de trophées, mais aucune trace d'une quelconque enquête. Des centaines, ça signifie plusieurs dizaines de victimes minimum, et aucune médiatisation de tout ça. Que fait la police sérieusement? Et ce n'est même pas une exagération hollywoodienne, c'est lui-même qui le dit. Suite à ça, la maison est toujours hantée, il reste dedans, alors qu'il verrouille sa porte avec 26 verrous. Et qu'elle s'ouvre toute seule. Et qu'il voit des mains de sang sur les murs. We look, and there's two more forming. Normal, moi aussi je le regardais, hein, ça permet d'avoir une maison originale, hein, se dit. Hein.
Puisque l'incrédulité est venue aux oreilles de Terry Lynn elle-même et de ses amis, elle s'en est mêlée et ses amis aussi. Voici le témoignage d'une amie de Terry. Je connais Terry depuis 25 ans et nous sommes lentement et prudemment devenus amis. Au fur et à mesure que je la connaissais, j'ai appris à la respecter et j'ai acquis une confiance totale en son histoire. Aucun des enfants n'est sorti de cette maison sans traumatisme mental. Mais ils ont tous survécu et se sont épanouis. Ça reste un témoignage sans aucune preuve à apporter, mais je trouvais intéressant de le souligner. Selon Terry elle-même, c'est une idée fausse qu'ils ont gardé leur histoire secrète. Elle tend même la main à tous les sceptiques et les invite à lui envoyer un message avec les questions qui les taraudent. Donc voici l'une des questions adressées à Terry Lynn sur Twitter. D'accord, mais sérieusement, le petit-fils a ressenti le besoin de détruire toutes ses preuves? Et où est la grand-mère folle maintenant? Trop de questions. Ce à quoi A. Taken, le pseudo de Terry Lynn pour son livre, donc c'est bien Terry Lynn, elle dit « La police ne voulait pas de preuves. Vivre dans une petite ville dans les Boondocks, ils ne posent pas de questions, ne veulent pas de réponses. Maman est décédée après avoir été déclarée morte 2 fois dans un hôpital. J'espère que cela t'aide. » Et ben je dois dire moyennement, ça nous aide pas trop puisque apparemment c'est de la faute de la ville qui ne voulait pas de réponse malgré les dizaines voire centaines de personnes qu'il aurait pu tuer. Donc la police ne voulait pas de preuves apparemment. En même temps, si la police a vraiment été incompétente, elle ne le dira pas. Étrange tout de même, autant de soi-disant meurtres et aucune pression qui aurait fait bouger une police flemmarde. J'y crois moyen à vrai dire. La conclusion de cet épisode, c'est que Terry Lynn et sa famille sont réels, ça c'est sûr, et que l'histoire dans cette série fait apparemment partie de sa vie depuis longtemps. Tout au long de sa vie, elle a raconté à ses amis son histoire. Elle a même écrit un livre à ce sujet, qui visait en fait à expliquer pourquoi elle est entrée dans le monde paranormal. Mais ma plus grande question est de savoir pourquoi les forces de l'ordre n'enquêtent pas, et comment est-ce possible que cette enquête qui a fait peut-être des dizaines et des dizaines de morts, ne soit pas plus médiatisée si elle existe. Pourquoi cela semble être une histoire assez secrète. Selon moi, il est possible que ces histoires soient vraies, et seulement exagérées, comme à son habitude par Hollywood. Néanmoins, il reste de nombreux points d'ombre et d'incohérences sur ces histoires. Alors il n'y a pas vraiment de preuves irréfutables que cela soit vrai ou faux, il reste une grosse part floue autour de tous ces témoignages, mais il est vrai de dire que justement qu'il n'y a pas beaucoup de traces de l'histoire de toutes ces personnes qui témoignent, même quand ça a entraîné un mort, voire plusieurs, voire possiblement plusieurs dizaines. Peut-être est-ce vrai pour eux, peut-être est-ce dans leur tête. Ce que je vois en tout cas, c'est que tous les témoignages ont pour la plupart un point commun. C'est les problèmes familiaux, et pas des petits, des choses qui peuvent traumatiser. Les témoignages ont l'air sincères, les pleurs authentiques, mais comme certains acteurs sont capables de pleurer de manière à nous faire croire que c'est réel, après, il n'y a aucune trace que les personnes témoignant soient des acteurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Réel ou pas? Avez-vous vécu des choses similaires ou des expériences paranormales? N'hésitez pas à partager ça en commentaire, on pourra en discuter dans une prochaine vidéo et sur mes lives Twitch, que je vous mets le lien dans la description. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et sur ce, je vous dis à plus tard pour peut-être une nouvelle enquête. Salut!